आपको दिखाएंगे आलमी अदालत इंसाफ जहां पर इस वक्त इजराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी केस के ऊपर फैसला सुनाया जा रहा है। La répression du crime de génocide, que j'appellerai la Convention sur le génocide ou la Convention. La requête condamnait une demande en indication de mesures conservatoires présentée en vertu de l'article 41 du statut de la Cour et conformément aux articles 73, 74 et 75 de son règlement. Conformément à l'usage, je ne donnerai pas lecture des paragraphes liminaires de l'ordonnance qui retracent les principales étapes de la procédure en affaires. Je mettrai également un certain nombre de paragraphes et en résumerai d'autres. J'entamerai donc la lecture au paragraphe 13. Dans l'ordonnance, la Cour commence par rappeler le contexte récent dans lequel la présente affaire a été portée devant elle. Elle observe que le 7 octobre 2023, le Hamas et d'autres groupes armés présents dans la bande de Gaza ont mené une attaque en Israël, tuant plus de 1200 personnes, en blessant des milliers d'autres et en menant quelques 240 otages dont beaucoup sont toujours retenus captifs. À la suite de cette attaque, Israël a lancé à Gaza une opération militaire de grande envergure, par voie terrestre, aérienne et maritime, qui fait un nombre considérable de victimes civiles et cause des destructions massives d'infrastructures civiles et le déplacement d'une très large majorité des habitants de Gaza. La Cour a pleinement conscience de l'ampleur de la tragédie humaine qui se joue dans la région et nourrit de fortes inquiétudes quant aux victimes et aux souffrances humaines que l'on continue d'y déplorer. Plusieurs organes et institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies se sont saisis du conflit en cours à Gaza. Des résolutions ont en particulier été adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui traitent de nombreux aspects du conflit. La portée de l'affaire soumise à la Cour est toutefois limitée, l'Afrique du Sud ayant introduit la présente instance au titre de la Convention sur le génocide. La Cour en vient maintenant aux conditions requises aux fins de l'indication de mesures conservatoires. S'agissant de la question de la compétence prima facie, la Cour observe qu'elle ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée. Mais elle n'a pas besoin de s'assurer de manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire. En la présente espèce, l'Afrique du Sud entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l'article 36 du statut de celle-ci et sur l'article 9 de la Convention sur le génocide. La Cour doit donc, en premier lieu, déterminer si ces dispositions lui confèrent prima facie compétence pour statuer sur le fond de l'affaire, ce qui lui permettrait, sous réserve que les autres conditions nécessaires soient réunies, d'indiquer des mesures conservatoires. L'article 9 de la Convention sur le génocide est ainsi libellé, je cite, « Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, seront soumis à la Cour internationale de justice à la requête d'une partie aux différends. » Fin de citation. L'Afrique du Sud et Israël sont tous deux parties à la Convention sur le génocide. Aucun des deux États n'a formulé de réserve à l'article 9 ou à une quelconque autre disposition de la Convention. La Cour rappelle ensuite que l'article 9 de la Convention sur le génocide subordonne sa compétence à l'existence d'un différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution du dit instrument. Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou d'intérêt entre parties. Pour qu'un différend existe, il doit être démontré que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre. En outre, les points de vue des deux parties, quant à l'exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales, doivent être nettement opposés. À l'effet d'établir si un différend existe dans la présente affaire, la Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la Convention s'applique alors que l'autre le nie. L'Afrique du Sud ayant invoqué comme base de compétence de la Cour la clause compromissoire de la Convention sur le génocide,
La Cour doit également rechercher, au présent stade de la procédure, si les actes et les omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d'entrer dans le champ d'application rationnée matérielle de cet instrument. La Cour rappelle que, pour déterminer s'il existait un différend entre les parties au moment du dépôt de la requête, elle tient compte notamment de toute déclaration ou de tout document échangé entre les parties, ainsi que de tout échange ayant eu lieu dans des enceintes multilatérales. Ce faisant, elle porte une attention particulière aux auteurs des déclarations ou documents, aux personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effectivement eu connaissance et à leur contenu. L'existence d'un différend doit être établie objectivement par la Cour. C'est une question de fond et non de forme ou de procédure. La Cour note que l'Afrique du Sud a fait, dans différentes enceintes multilatérales et bilatérales, des déclarations publiques dans lesquelles elle a dit estimer, au vu de la nature, de la portée et de l'ampleur des opérations militaires menées par Israël à Gaza, que les actions de celui-ci étaient constitutives de manquements à ses obligations au regard de la Convention sur le génocide. Ainsi, à la 10e session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies, reprise le 12 décembre 2023, à laquelle Israël était représenté, la représentante permanente de l'Afrique du Sud a déclaré que, je cite, « Les événements des 6 semaines passées à Gaza montraient qu'Israël agissait au mépris des obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide. » Fin de citation. L'Afrique du Sud a rappelé cette déclaration dans la note verbale datée du 21 décembre 2023 qu'elle a adressée à l'ambassade d'Israël à Pretoria. La Cour relève qu'Israël a écarté toute accusation de génocide dans le contexte du conflit à Gaza dans un document publié par son ministre des Affaires étrangères le 6 décembre 2023, puis mis à jour et reproduit le 15 décembre 2023 sur le site internet des forces israéliennes de défense sous le titre « The War Against Hamas, Answering Your Most Pressing Questions ». La guerre contre le Hamas, réponse à vos questions les plus urgentes, affirmant que, je cite, « l'accusation de génocide dont Israël faisait l'objet était non seulement dépourvue de tout fondement, en fait comme en droit, mais aussi moralement abjecte ». Fin de citation. Israël y déclarait également que, je cite, « l'accusation de génocide n'était pas seulement incohérente sur le plan juridique et sur le plan factuel, elle était aussi obscène, et qu'il n'existait aucune base valable en fait ou en droit pour le chef infamant de génocide. » Fin de citation. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les parties semblent avoir des points de vue nettement opposés quant à la question de savoir si certains actes ou omissions reprochés à Israël à Gaza sont constitutifs de manquements par celui-ci aux obligations prévues par la Convention sur le génocide. Elle conclut que les éléments susmentionnés sont suffisants à ce stade pour établir prima facie l'existence d'un différend entre les parties relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention sur le génocide. Pour ce qui est de savoir si les actes et omissions dont la demanderesse tire grief semblent susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention sur le génocide, la Cour rappelle que l'Afrique du Sud considère que la responsabilité d'Israël est engagée au motif qu'il commet un génocide à Gaza et qu'il manque à l'obligation de prévenir et de punir des actes génocidaires. L'Afrique du Sud soutient qu'Israël a également manqué à d'autres obligations imposées par la Convention sur le génocide, notamment celles concernant l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. Au stade actuel de la procédure, la Cour n'est pas tenue de déterminer si Israël a, comme cela est allégué, manqué à l'une quelconque des obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide. Une telle conclusion ne pourrait être formulée par la Cour qu'au stade de l'examen au fond de la présente affaire. Au stade d'une ordonnance sur une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour doit établir si les actes et omissions dont le demandeur tire grief semblent susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention sur le génocide. De l'avis de la Cour, au moins certains des actes et omissions que l'Afrique du Sud reproche à Israël à Gaza semblent susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, prima facie, elle a compétence en vertu de l'article 9 de la Convention sur le génocide pour connaître de l'affaire. Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu'elle ne peut accéder à la demande d'Israël tendant à ce qu'elle raye l'affaire de son rôle.
La Cour en vient à la question de la qualité pour agir de l'Afrique du Sud. Elle note que, en l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Gambie contre Myanmar, dans laquelle l'article 9 de la Convention sur le génocide était aussi invoqué, la Cour a fait observer que tous les États partis à la Convention sur le génocide ont, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni. Un tel intérêt commun implique que les obligations en cause sont dues par tout État parti à la Convention, à tous les autres États partis au traité en question. Ce sont donc des obligations erga omnes partes, en ce sens que, quelle que soit l'affaire, chaque État parti a un intérêt à ce qu'elle soit respectée. Il découle de l'intérêt commun à ce que soient respectées les obligations pertinentes énoncées dans la Convention sur les génocides, que tout État parti, sans distinction, est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre à raison d'une violation alléguée d'obligations erga omnes partes. En conséquence, la Cour a conclu que tout État parti à la Convention sur le génocide peut invoquer la responsabilité d'un autre État parti, notamment par l'introduction d'une instance devant la Cour, en vue de faire constater le manquement allégué de ce dernier à des obligations erga omnes partes lui incombant au titre de la Convention et d'y mettre fin. La Cour conclut prima facie que l'Afrique du Sud a qualité pour lui soumettre le différend qui l'oppose à Israël concernant des violations alléguées d'obligations prévues par la Convention sur le génocide. La Cour examine ensuite la question des droits dont la protection est recherchée et du lien entre ces droits et les mesures demandées. Elle rappelle que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires qu'elle tient de l'article 41 de son statut a pour objet de sauvegarder, dans l'attente de ses décisions sur le fond de l'affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il s'ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l'une ou à l'autre des parties. Aussi, ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par le demandeur sont au moins plausibles. À ce stade de la procédure, cependant, la Cour n'est pas appelée à se prononcer définitivement sur le point de savoir si les droits que l'Afrique du Sud souhaite voir protégés existent. Il lui faut seulement déterminer si les droits que l'Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. En outre, il doit exister un lien entre les droits dont la protection est recherchée et les mesures conservatoires demandées. La Cour rappelle que, conformément à l'article 1er de la Convention, tous les États partis à cet instrument se sont engagés à prévenir et à punir le crime de génocide. L'article 2 dispose que, je cite, « Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. D. Conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. D. Imposing measures intended to prevent births within the group. E. Forcibly transferring children of the group to another group." End of quote. Pursuant to Article 3 of the Genocide Convention, the following acts are also prohibited by the Convention: conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, attempt to commit genocide, and complicity in genocide. The provisions of the Convention are intended to protect the members of a national, ethnical, racial, or religious group from acts of genocide or any other punishable acts enumerated in Article 3. The Court considers that there is a correlation between the rights of members of groups protected under the Genocide Convention, the obligations incumbent on state parties thereto, and the right of any state party to seek compliance therewith by another state party. As the Court has stated in other cases, in order for acts to fall within the scope of Article 2 of the Convention, the intent must be to destroy at least a substantial part
of a particular group. This is demanded by the very nature of the crime of genocide, since the object and purpose of the Convention as a whole is to prevent the intentional destruction of groups. The part targeted must be significant enough to have an impact on the group as a whole. The Palestinians appear to constitute a distinct national, ethnical, racial, or religious group, and hence a protected group within the meaning of Article 2 of the Genocide Convention. The Court observes that, according to United Nations sources, the Palestinian population in the Gaza Strip comprises over 2 million people. Palestinians in the Gaza Strip form a substantial part of the protected group. The Court notes that the military operation being conducted by Israel following the attack of 7 October 2023 has resulted in a large number of deaths and injuries, as well as massive destruction of homes, the forcible displacement of the vast majority of the population, and extensive damage to civilian infrastructure. While figures relating to the Gaza Strip cannot be independently verified, recent information indicates that 25,700 Palestinians have been killed, over 63,000 injuries have been reported, over 360 housing units have been destroyed or partially damaged, and approximately 1.7 million persons have been internally displaced. The Court takes note in this regard of the statement by the United Nations Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mr. Martin Griffiths, on 5 January 2024. I quote, "Gaza has become a place of death and despair. Families are sleeping in the open as temperatures plummet. Areas where civilians were told to relocate for their safety have come under bombardment. Medical facilities are under relentless attack. A public health disaster is unfolding. Gaza has simply become uninhabitable. Its people are witnessing daily threats to their very existence while the world watches on." End of quote. Following a mission to North Gaza, the World Health Organization reported that as of 21 December 2023, I quote, "an unprecedented 93% of the population of Gaza is facing crisis levels of hunger, with insufficient food and high levels of malnutrition." End of quote. The Court further notes the statement issued by the Commissioner General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, or UNRWA, Mr. Philippe Lazzarini, on 13 January 2024. I quote, "It's been 100 days since the devastating war started, killing and displacing people in Gaza following the horrific attacks that Hamas and other groups carried out against people in Israel. It's been 100 days of ordeal and anxiety for hostages and their families. In the past 100 days, sustained bombardment across the Gaza Strip caused the massive displacement of a population that is in a state of flux, constantly uprooted and forced to leave overnight, only to move to places which are just as unsafe. This war affected more than 2 million people, the entire population of Gaza. Many will carry lifelong scars, both physical and psychological. The vast majority, including children, are deeply traumatized. Overcrowded and unsanitary UNRWA shelters have become home to more than 1.4 million people. They lack everything, from food to hygiene to privacy. People live in inhumane conditions where diseases are spreading, including among children. They live through the unlivable with the clock ticking fast towards famine. The plight of children in Gaza is especially heartbreaking. An entire generation of children is traumatized and will take years to heal. Thousands have been killed, maimed, and orphaned. Hundreds of thousands are deprived of education. Their future is in jeopardy with far-reaching and long-lasting consequences. The UNRWA Commissioner General also stated that the crisis in Gaza is, I quote, "compounded by dehumanizing language," end of quote. In this regard, the Court has taken note of a number of statements made by senior Israeli officials.
It calls attention in particular to the following examples. On 9 October 2023, Mr. Yoav Gallant, Defense Minister of Israel, announced that he had ordered a complete siege of Gaza City, and then that there would be no electricity, no food, no fuel. Gaza, je cite, « J'ai levé toutes les limites. Vous avez vu contre quoi nous nous battons. Nous combattons des animaux humains. C'est l'État islamique de Gaza. C'est contre ça que nous luttons. Gaza ne reviendra pas à ce qu'elle était avant. Il n'y aura pas de Hamas. Nous détruirons tout. Si un jour ne suffit pas, cela prendra une semaine, cela prendra des semaines, voire des mois. Aucun endroit ne nous échappera. » Fin de citation. Le 12 octobre 2023, M. Isaac Herzog, président d'Israël, a déclaré, en parlant de Gaza, je cite, « Nous agissons, opérons militairement selon les règles du droit international, sans conteste. C'est toute une nation qui est responsable. » Tous ces beaux discours sur les civils qui ne savaient rien et qui n'étaient pas impliqués, ça n'existe pas. Ils auraient pu se soulever. Ils auraient pu lutter contre ce régime maléfique qui a pris le contrôle de Gaza par un coup d'État. Mais nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous défendons nos foyers, nous protégeons nos foyers, c'est la vérité. Et lorsqu'une nation protège son pays, elle se bat. Et nous nous battrons jusqu'à leur briser la colonne vertébrale. Fin de citation. Le 13 octobre 2023, Israël Katz, alors ministre israélien de l'énergie et des infrastructures, a déclaré sur X, anciennement Twitter, je cite, « Nous combattrons l'organisation terroriste Hamas et nous la détruirons. » आलमी अदालत इंसाफ जो कि इस वक्त फैसला सुना रही है जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त के ऊपर गजा में होने वाले मजालिम के ऊपर, और आलमी अदालत इंसाफ ने जेनोसाइड कन्वेंशन के हवाले से कहा है कि आलमी अदालत इस केस को सुन सकती है, और इस तरह से आलमी अदालत ने इसराइल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है.